Pour la prochaine présentation, du coup, on va accueillir deux orateurs. On va déjà voir Quentin Barbier, du coup, qui est ingénieur géomètre chez Géolith, bureau d'études conseil, notamment en géotechnique. Euh, et Quentin est chef de projet topographie et traitement de données, du coup, pour Géolith. Et on accueille, non pas moi, comme c'est marqué sur le sommaire, mais on accueille Grégoire Giraud, qui est du coup ingénieur projet chez Cannes, entreprise de travaux d'accès difficile, et qui est en charge des réalisations d'études géotechniques et du déploiement des outils numériques dans nos différents domaines d'activité. Donc, ils vont nous évoquer quels sont les outils qui sont actuellement utilisés dans nos métiers et nous présenter une petite perspective sur quels pourraient être les usages d'utilisation d'outils de modélisation avancés. Ouais, ça marche. Merci Clément. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va vous présenter les outils de modélisation et les spécificités de l'usage des maquettes dans les risques naturels. La présentation va se tenir en 4 temps. Donc tout d'abord, on verra les investigations sur site, la manière dont on va récolter l'information pour ensuite permettre euh, de les faire tourner dans des outils de modélisation qu'on verra en partie 2. Dans une troisième partie, on verra des cas d'usage en phase étude et réalisation de travaux. Et une dernière présentation, en dernière partie, où on verra des maquettes numériques que Grégoire vous montrera. Pour la première partie, on ne peut pas passer. Ok. Aurélie en a parlé un peu tout à l'heure au niveau des. Oui, je sais pas, vous n'avez pas l'image. Ouais, là, ça va marcher. Ok, ok, merci. Ça roule. Donc Aurélie en a parlé un peu tout à l'heure, ça va être de numériser l'existant en 3D pour avoir des données, en l'occurrence topographiques, de précision pour pouvoir simuler dans les modèles 3D. Donc la première méthode, ça va être la méthode photogrammétrique. Elle se base sur l'acquisition. Donc, là, ici, on va se baser sur la récolte d'informations, en l'occurrence des photos, prises avec un protocole bien défini, de manière à reconstituer une scène en 3D. Donc, elle peut être faite par drone ou même avec des photos terrestres. L'intérêt du drone, ça va être de pouvoir couvrir des zones forcément plus étendues qu'avec un appareil photo avec des points de vue terrestres. C'est une méthode donc, qui a ses avantages et ses inconvénients. Donc, elle est effectivement moins coûteuse que la technique LIDAR qu'on verra ensuite. Elle est plus rapide, facile à mettre en œuvre avec maintenant des drones équipés de caméras haute résolution. Les limites, ça va être pour numériser des sites végétalisés. Euh, Ça va être compliqué. On n'aura pas le sol en dessous de la végétation, on va avoir uniquement la canopée. Les autres limites, ça va être les ombres qui peuvent dégrader la donnée et aussi les surfaces unies, lisses et brillantes sur lesquelles il ne va pas arriver à reconstituer la scène en 3D. Les limites aussi, bon, qui n'en sont pas mais il faut tout de même passer des habilitations auprès de la DGAC pour pouvoir piloter ce type de vecteurs, en l'occurrence les drones, et en fonction sur laquelle on va intervenir, il y a des autorisations de vol à demander. Donc la deuxième technique pour numériser en 3D l'existant, ça va être le LIDAR, donc qui repose sur la technologie laser. Il existe, comme on peut voir en bas à gauche, des scans terrestres. On va déplacer de manière à voir, à reconstituer en 3D toute la scène depuis plusieurs points de vue. Ou sinon, on peut comme sur l'image au centre, en bas au centre, on peut les mettre sous des vecteurs aériens, donc drones, hélicoptères, avions. Euh, et l'intérêt de cette technique par rapport à la photogrammétrie, on peut le voir sur le petit profil en travers en haut à droite, c'est qu'on va acquérir la donnée sous les zones végétalisées, et dans les risques naturels, c'est souvent le cas. On a à la fois la végétation, à la fois le sol. Donc les limites, ça va être son coût qui est forcément plus élevé que la photogrammétrie et des traitements de données plus complexes.
L'avantage, c'est qu'elle fonctionne, contrairement à la photogrammétrie, de jour comme de nuit, donc même intéressant. Hop, ici, j'ai mis une petite vidéo. C'est du traitement de données acquis par scan terrestre. Donc, on peut voir les différentes couleurs, c'est différentes stations. Et en les combinant ensuite, on a la scène en 3D. Et là, ce qui est intéressant, c'est un grillage qui est plaqué, qui est pendu devant la paroi en jaune. Et on peut le discriminer très facilement par rapport à la paroi rocheuse qui est ici en bleu, chose qu'on n'aurait pas pu avoir avec la photogrammétrie. Donc, en fonction du site, on va choisir la technique qui va bien. La dernière méthode dont je voulais parler, c'est la bathymétrie. Donc ça, c'est pour mesurer et cartographier les fonds marins. On va utiliser pour ça des échosondeurs qui peuvent être mis sur des drones marins de surface ou des bateaux. Et on utilisera soit un monofaisceau, soit un multifaisceau en fonction de la précision et du besoin pour les simulations. Donc, une fois qu'on a de la topographie du site qui est précise, on va avoir aussi besoin de diverses reconnaissances pour faire tourner nos modèles, nos outils de numérisation, nos outils de modélisation, pardon. Donc, ça peut être des sondages géotechniques divers et variés, hein, à percussion, sondage carotté ou forage en profondeur. Ça peut être des reconnaissances naturalistes, par exemple pour l'éboulement rocheux, aller calculer le volume d'une masse instable, la localiser, identifier les familles structurales d'un bloc, cartographier la nature du sol, par exemple, faire des reconnaissances géophysiques. Ça peut être des mesures de précipitation, des essais en laboratoire, voilà, tout un tas d'informations diverses qui vont nous permettre de faire tourner les outils de modélisation sur lesquels on arrive maintenant. C'est la deuxième partie de la présentation. Donc, le premier outil de modélisation que je vais vous présenter, c'est la modélisation hydraulique. Donc, pour ça, on a utilisé un logiciel qui s'appelle ECRASE, qui permet de simuler des crues. Là, en l'occurrence, sur le cas d'usage que je vais vous présenter, c'est de simuler des crues à 5, 10 et 50 ans pour voir comment va se propager la crue. Et en l'occurrence, le cas d'étude ici, c'est dans le sud de la France, près de Vaison-la-Romaine. L'intérêt ici, c'est d'identifier un mur de digue donc, qui est en haut de mon image, et c'est de voir son intérêt vis-à-vis de la protection d'une école, d'un groupe scolaire. Donc, ce qui a été fait ici, c'est de simuler une crue à 5 ans et de voir l'impact qu'a le mur. Donc, sur mon image de gauche, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de mur digue. Si le mur digue n'y est pas, et ici, on peut voir qu'il est modélisé sur cette simulation, il vient jusqu'à là. Donc, dans ces deux cas, qu'il y ait le mur ou non, dans les deux cas, la simulation hydraulique à 5 ans, avec une crue à 5 ans, n'a atteint le groupe scolaire. Donc, l'école, en l'occurrence, c'est cette partie au nord, là, en verte. Si on fait la même chose sur une crue à 10 ans, c'est pareil, qu'il y ait un mur ou non, le groupe scolaire n'est pas inondé. Et par contre, sur une crue à 50 ans, dans ces deux cas, le groupe scolaire est inondé. On s'aperçoit même sur l'image de droite que le mur digue aggrave même la situation. La zone est même plus inondée. Donc, on a ensuite prolongé le mur de digue. On peut voir qu'on l'a prolongé au nord. Et dans cette configuration-là, sur la même crue de 50 ans qu'on a vu sur l'image précédente, cette fois-ci, l'école n'est pas inondée. Donc voilà, c'est pour montrer que ça permet de jouer tout un tas de simulations et de voir quel en est le résultat. Ensuite, là, c'est c'est la même chose avec le même logiciel ECRACE, mais c'est pour vous montrer l'intérêt d'avoir une donnée de qualité sur des simulations. À gauche, donc là, l'idée, là, j'ai une parcelle d'un particulier, et en l'occurrence, c'était de voir si cette parcelle était inondable ou non. Donc, on a commencé par faire une simulation euh, hydraulique sur la base d'un MNT pas très précis, on va dire, à 1 mètre, avec un maillage de 1 mètre. Et on s'aperçoit ici, là, on a le cours d'eau, bah, que la simulation, donc le cours d'eau sort de son lit et atteint la parcelle en question. Alors que sur la simulation de droite, sur un MNT, un modèle numérique de terrain beaucoup plus précis, avec une résolution centimétrique, on s'aperçoit que cette fois-ci, le cours d'eau reste dans son lit et que la parcelle n'est pas atteinte. Donc, bon, l'intérêt d'avoir des données quand même de précision pour réaliser des simulations, sinon effectivement le résultat sera différent.
L'outil suivant, ça va être pour la modélisation du risque éboulement rocheux. Donc ici, on utilise le logiciel Recrace 3D. Il va nous permettre de modéliser le trajet, la vitesse, l'énergie et les impacts des blocs rocheux. On peut le voir sur la carte à droite. Et il permet aussi de prendre en compte les caractéristiques du terrain. On peut lui indiquer si c'est un terrain meuble ou un terrain dur. Les rebonds vont être différents. Et on peut aussi déterminer des zones d'intérêt et d'impact pour dimensionner des ouvrages de protection type merlon ou écran de filet, par exemple. Ensuite, il existe aussi des outils de modélisation pour des glissements de terrain. Pour cela, on va calculer deux grandeurs qui permettent d'analyser une pente. On a d'abord le facteur de sécurité, qu'on appelle Fs, qui est égal à l'effort résistant divisé par les efforts moteurs d'un glissement de terrain. Si ce facteur de sécurité est inférieur à 1, la pente va être instable, et s'il est supérieur à 1, la pente sera stable. Au-delà de 1,5, ça sera même une stabilité à long terme. La deuxième grandeur qu'on va calculer, c'est la probabilité de rupture. Cette probabilité de rupture, ça équivaut au pourcentage d'instabilité en fonction des paramètres mécaniques et hydrologiques qui sont variables, que l'ingénieur va faire varier dans ses simulations. Ça va être applicable pour savoir si une pente est sujette au glissement de terrain ou aussi pour étudier l'évolution d'un glissement qui est déjà survenu, par exemple, ou rechercher une pente de stabilité. Pour le dernier outil de modélisation que je vais vous présenter, c'est l'outil de modélisation géologique. Donc, sur la base de données acquises en LIDAR ou en photogrammétrie, on va pouvoir l'importer dans des logiciels d'analyse géostructurale. Et ces logiciels d'analyse géostructurale vont les coloriser en fonction de l'orientation de chaque famille, de chaque face, selon une couleur. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir réaliser des canevas des canevas de Wulf pour connaître l'orientation et connaître la stabilité de la zone. Donc, en formant nos plans, on peut voir comment se découpe le massif. On peut en calculer ensuite des volumes et aussi, ça va nous aider à dimensionner nos ouvrages de protection. C'est ce qu'on va voir dans la diapo suivante. La troisième partie, donc, c'est quelques cas d'usage en phase étude et réalisation pour le dimensionnement et la conception des ouvrages. Donc là, on va se rapprocher de maquettes BIM où des ouvrages de protection sont modélisés et on apporte aussi une information supplémentaire, comme par exemple, ça peut être des numéros d'ancrage avec leur longueur, leur orientation. C'est des paramètres qui sont aussi intégrés dans les maquettes. Donc ces maquettes, elles nous permettent tout d'abord une bonne visualisation des choses et ça facilite la communication avec toutes les parties prenantes du projet. Au niveau des chiffrages et de l'estimation des coûts des travaux, c'est beaucoup plus précis, plus réaliste, que ce soit la longueur des câbles, la longueur des ancrages, les surfaces de grillage. Tout ce type d'éléments, ça va être de la donnée qu'on a. On a une implantation des éléments qui sera beaucoup plus précise, puisque vu qu'on a un aperçu visuel du terrain, on peut ajuster au mieux le dimensionnement et ça va permettre aussi de détecter certains problèmes. Alors, j'ai un petit slide juste après qui pourra le montrer. Donc, par exemple, sur la vue du bas, là, c'est une image qui représente les ouvrages conçus. En l'occurrence, c'est des ancrages qui sont modélisés en 3D avec une orientation bien définie, des longueurs. Chaque ancrage, on peut voir, il y a des ancrages bleus, d'une couleur différente. C'est variable en fonction de la longueur des ancrages. On a les câbles qui sont aussi représentés et toute cette information-là, c'est de la donnée qui est connue, quantifiée. Et donc, ça nous permet d'estimer les coûts précis des travaux. Sur la petite vue à droite aussi, là, c'est pour le dimensionnement d'un confortement d'une masse rocheuse. Et on a aussi intégré le plan géologique de fracture qui est à l'arrière du bloc. Et donc, ça, du 3D, ça nous permet vraiment d'affiner la longueur des clous euh, pour aller au-delà de la faille, de manière à maintenir le bloc en place.
Et sur cette slide, on peut voir, donc c'est un exemple, mais c'est pour voir qu'on peut prendre en compte différents paramètres, que ce soit les limites de propriété, les ouvrages existants, comme par exemple, à ce niveau-là, on s'est aperçu qu'il y avait une cavité qui a été relevée. Euh, Ça nous permet d'ajuster l'orientation des clous, les longueurs, ou par exemple sur ce talus rocheux, où on vient le conforter depuis les deux côtés, c'est pour éviter que les ancrages s'interchoquent. Donc, c'est pour gagner en précision. Et je laisse voir. Bonjour. Du coup, je vais vous présenter un petit peu. Donc, pareil, on va continuer en fait sur les cas d'usage dont on se sert avec les outils de modélisation que Quentin a présenté juste avant. Nous, on a une entreprise de travaux, donc on va plus être axé sur le côté réalisation plus que l'étude. Donc là, on voit comme outil de modélisation, en fait, sur la photo que vous voyez, nous, on se sert d'un nuage de points comme outil de modélisation de l'environnement. Là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? En gros, on fait les études G3, donc les études d'exécution, qui est un document à faire valider au maître d'œuvre avant le début d'un chantier. Et dedans, il y a forcément un plan d'implantation. Avec ce nuage de points, aujourd'hui, on fait quasiment tous nos plans d'implantation euh, pour l'ensemble des chantiers. Et là, je vous ai mis un petit exemple sympa. En gros, c'est un plan de minage qui a été fait donc, à Blaye, pas très loin de Bordeaux. Donc là, que vous voyez en vue de dessus, donc les points de forage ont été déterminés au stade d'implantation et avec, bien sûr, ça c'est justifié par des notes de calcul et des simulations. Et à droite, voilà une autre représentation sur une des coupes, parce que bien sûr, il y a des coupes régulières sur l'ensemble du talus. Là, l'objectif, c'était voilà, un plan de minage pour gérer en fait l'érosion régressive en pied de muraille d'une forteresse. Euh, pour une entreprise de réalisation, on se sert aussi pas mal des nuages de points ou d'orthophoto, mais là, je vais rester sur les nuages de points pour en fait nous donner des outils, des arguments pour étayer en fait voilà, une étude d'exécution, notamment quand on va dimensionner les ancrages. Je prends un exemple tout bête dans le cas d'un confortement d'une instabilité. En fait, si par exemple il y a déjà eu une photogrammétrie de fait, ou si nous on est seulement allé sur site pour une photogrammétrie, qu'on n'a pas forcément complété ça par des inspections du site sur corde, etc., et ben en fait, déjà, ça nous donne des arguments pour un premier volet d'une étude d'exécution et dire, voilà, si le bloc il fait 1,50 m d'épée et qu'on le voit en fait en prenant des mesures, parce qu'on peut faire des métrés sur les photogrammétries, et bien, déjà, on sait que nos forages ils seront obligatoirement enfin, avec une longueur supérieure à l'épaisseur du bloc qu'on veut retenir. Voilà, l'idée c'est d'apporter de l'information juste en amont des chantiers. D'autres cas d'usage qu'on peut avoir. Donc là, je vous ai parlé vraiment des documents qu'on va rendre à l'amont d'un chantier. Euh, Là, sur la droite, vous voyez un extrait de plan de récollement qui est fait sur une orthophoto. Donc une orthophoto, en gros, c'est le développé d'un site, d'un chantier. Là, c'est à Péruis dans le 04, où il y a plusieurs écrans qui ont été posés, plusieurs confortements, etc. Là, on voit juste en haut l'extrémité gauche quand on est en face du site. Mais voilà, ça c'est un plan de DOE, donc c'est un plan qui est livré dans le dossier d'ouvrage exécuté, qui est livré au client pour faire en fait le recensement des travaux qui ont été faits, dans quelle mesure, noter toutes les informations qui peuvent être utiles, notamment après pour le suivi de ces ouvrages. Euh, voilà. Au-delà de ça, les outils de modélisation comme les nuages de points, ça nous sert à quoi? Et ben, en fait, des exemples qu'on a eu récemment, ça peut être pour une entreprise de travaux, et ben, regarder l'emprise d'une grue. En fait, regarder si la grue, on peut la garer à tel endroit et si son emprise, elle est suffisante, avec une hauteur suffisante pour l'implantation des poteaux sur site. Voilà, dans le cas de la pose d'un écran par bloc, ça peut être sur un talus. Euh, Ça peut nous servir à vérifier des choses comme ça et toujours voilà, dans le but de faire des chiffrages le plus précis possible et pas faire d'erreur au moment de concevoir un mode opératoire et d'être sur place. Euh, Toujours, je continue sur les cas d'usage, les nuages de points et les orthophotos. Ça va nous servir à faire notamment de l'inspection.
Donc, un peu au même titre que Quentin dans un bureau d'études, ça nous est arrivé de faire de l'inspection d'aléas rocheux, en fait une première reconnaissance d'un aléa rocheux sur un site qu'on voit là. Donc en fait, on va faire voler un drone, une première reconnaissance, on complète ça avec des descentes sur corde et ensuite on livre quoi au client? Un plan de, un plan de localisation des instabilités qu'on voit là à gauche, qui en fait recense l'ensemble des aléas qui présentent une probabilité de chute, voilà, qu'on a reconnu sur site. Là, par exemple, on voit en fait, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais l'instabilité 49. En gros, le document qu'on produit nous, c'est un PDF interactif. Quand on clique sur l'instabilité 49, et ben, en fait, c'est la photo qui correspond au bloc rocheux qui est sujet à cet aléa. Voilà. Donc, en fait, c'est juste pour offrir aussi une qualité de visualisation et un support un peu intuitif au client. Et à droite, autre cas d'usage, chose qu'on fait un peu plus souvent, c'est l'inspection des ouvrages de protection qui sont déjà là, parce que comme on les pose la plupart du temps, enfin en tout cas c'est notre corps de métier, et on est aussi capable d'assurer le suivi et la maintenance d'ouvrages qui sont déjà posés sur certains sites. En fait. Donc la photogrammétrie, donc éventuellement avec un drone, et en fait ça peut nous servir à estimer des volumes de chargement d'ouvrages, pointer des points de corrosion, en fait toutes les pièces qui vont être amenées à, à être sujet à une maintenance en fait. Et là, l'exemple, c'est l'usine hydroélectrique d'EDF sur le chantier de la Mescla dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Et à ça, on peut ajouter voilà, des suivis d'instrumentation. C'est-à-dire que voilà, si sur ces ouvrages-là, j'en sais rien, moi, s'il y a des zones qui sont surveillées par des fissuromètres, etc., on peut en profiter pour en faire le lever euh, en étant sur place. Au-delà de ça, des choses à laquelle on a apporté notre soutien, mais qui sont intéressants, on l'a évoqué tout à l'heure pour la première présentation, c'est les systèmes d'information géographique, et ce sera évoqué plus en détail plus tard. Mais nous, on a travaillé en partenariat avec un bureau d'études géotechniques pour en fait faire le recensement à plus grande échelle. C'est vraiment une première base de reconnaissance pour Saint-Étienne Métropole, pour laquelle en fait on a apporté notre soutien en accès sur corde pour reconnaître les aléas rocheux avec le plus de difficultés d'accès et les ouvrages de protection qui sont déjà présents. En fait, l'idée c'était de leur offrir un, un support de suivi de l'ensemble de leur parc d'ouvrages parce qu'en fait, mandat après mandat, cette donnée-là, elle se perd. Et donc, l'idée, c'était de repartir d'une base saine avec une cartographie globale de leurs ouvrages, savoir un peu dans quels états ils se trouvent, où, et avec quelques infos qu'on leur transmet suite aux visites, avec lesquelles en fait, on s'est mis d'accord avec eux sur quelles infos on renseigne et on doit relever sur site. Voilà. Et du coup, ça, c'est des supports en 2D pour le coup. Donc, rien à voir avec la photogrammétrie. C'est vraiment l'idée, c'est de créer une carte interactive euh, qui contient les infos pour lesquelles on se déplace. Dernière partie, donc dans une perspective un peu plus globale et dans une perspective d'avenir, on va dire. Euh, L'idée donc de l'ensemble des outils de modélisation qui ont été présentés avant, de tous ces cas d'usage, en fait, on se rend compte que ça génère une quantité d'informations qui est monstre. Et au-delà de ça, avec énormément de diversité en fait. Euh, donc, on est parti dans l'hypothèse de dire, et ben aujourd'hui, avec l'émergence du BIM, pourquoi pas faire des maquettes numériques. Alors, ok, nos corps de métier s'y appliquent pas forcément de manière très simple comme ça quand on y pense, mais pourquoi pas essayer. Donc là, on voit une maquette numérique qui modélise plutôt des aléas, des résultats d'investigation, en fait. C'est ça sur la plateforme RIMNAT, donc entre autres développée par Geolith. Euh, voilà. Et donc l'idée, c'est, quand on fait une maquette numérique, c'est de centraliser énormément de données diverses à travers une gestion électronique de documents qui peut accueillir de tout. C'est de la donnée, ça peut être de l'Excel, du plan, de la photo, des données 3D, donc de terrain d'environnement. Je pense à de la photogrammétrie du LIDAR. Ça peut être des résultats d'essais in situ. Euh,
Voilà, donc l'idée, c'est de compiler tout ça et d'apporter, bien évidemment, l'idée d'utiliser une plateforme, c'est aussi d'apporter une réelle qualité de visualisation. En fait, l'idée, c'est d'aller vers en fait, un support unique autour duquel tous les acteurs d'un projet peuvent bosser et en fait, on parle tous de la même chose parce qu'on voit la même chose. Euh, pour vous donner un second exemple, pareil, ce sera évoqué aussi un peu plus tard. On a fait une maquette numérique et BIM, en fait, vraiment centrée sur les ouvrages qui ont été posés sur le site du col du Rousset, donc dans la Drôme. Ça, c'est une maquette qui est faite en partenariat avec le fournisseur Géobrug. Voilà, en fait, c'est eux qui nous ont fourni des pièces, euh, des éléments issus de CAO. Et nous, ensuite, notre travail, c'était titre sur un fond, là, c'est un modèle, c'est un maillage texturé. Donc, c'est plus un nuage de points, tout ça, c'est rempli. D'y intégrer toutes les informations liées au chantier, des données de phasage, des données quantitatives, tout ça dans le but évidemment de centraliser les informations et que ce soit voilà, accessible à travers un outil de visualisation intuitif en fait. Là par exemple sur l'image à gauche, on voit qu'en fait en cliquant sur un poteau de la maquette, et ben, on a toute l'arborescence de propriété. Pareil, ça c'est des choses auxquelles on a réfléchi en amont, de se dire bon, bah, quelles infos on va mettre, dans quel ordre. En fait, ça nous intéresse de savoir d'avoir quoi comme info. Et au fur et à mesure du phasage, bah, bien sûr, ça, c'est voué à être incrémenté, étayé au fil des infos qu'on a et de l'évolution du chantier. En fait. L'idée, c'était de faire un test aussi un peu comme ça. Pour vous représenter un petit peu tout ça, il y a une petite vidéo à suivre. Et vous verrez dans la vidéo, intéressant sur la maquette, mais en fait, on a intégré les capteurs garde GeoBrug, qui était intéressant aussi pour GeoBrug de mettre sur ce site-là, parce que ça leur offrait une possibilité d'avoir un retour de données sur un éventuel enneigement en fait, du site, au-delà de juste avoir des données sur une chute de pierre. Et ben là, c'était intéressant de voir si, dans le cas d'un enneigement, quel type de données ça retourne et comment ça se comporte. Voilà. En gros, là, sur la maquette numérique qu'on vous présente, là, vous allez voir une première phase représentée, c'est la phase d'étude d'exécution. Donc, en fait, c'est l'implantation avant que le chantier commence, avec des pièces, on va dire, modélisées un peu grossièrement. Donc, OK, il y a du niveau de détail dans les filets, mais en fait, les poteaux, c'est juste du tubulaire. Là, ce qu'on voit ici, c'était les dissipateurs. Donc, voilà, un premier niveau de détail est assez global. Ça, c'est du coup une fois que le chantier est exécuté. Donc, on voit les éléments que GeoBrug nous ont transmis avec un niveau de détail beaucoup plus élevé, une qualité visuelle un peu plus poussée, plus d'informations forcément parce que le chantier est terminé, donc on a un petit peu plus de données. Les sphères qu'on voit, c'est une manière un peu simplifiée de représenter l'aléa rocheux et l'intérêt à travers ça, c'est de pouvoir y lier les fines instabilités faites par Geolith sur ce site-là en fait. Voilà. Et donc les ouvrages qu'on voit, c'est des écrans par bloc avec un niveau de détail assez élevé. En fait, si on zoome un peu, on voit les ancrages câbles, les dissipateurs, les freins transmis par GeoBrug, le capteur garde. Et ça, c'est voilà, l'idée, c'était de voir un petit peu visuellement et à titre informationnel jusqu'où on pouvait aller. Et là, on voit que en fait, à travers cette maquette-là, publiée sur la plateforme Eusbim qui était citée tout à l'heure, voilà. Et ben, en fait, on a accès à des données en direct sur l'aléa rocheux et permet d'avoir un suivi en fait des ouvrages posés sur ce site en direct. Voilà. Et pour terminer, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Il y a aussi une petite vidéo des maquettes réalisées par Géolith voilà, qui tournera en même temps que les questions que vous poserez, s'il y en a. Voilà. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai une, en fait, c'est que vous nous partagiez qu'est-ce qui est de l'ordre de l'expérimentation ponctuelle dans tout ce que vous nous avez montré là, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'usage courant, enfin, juste pour que chacun se fasse une représentation commune de ce qui est encore proto et ce qui est courant. Oui. Alors pour les outils de modélisation, que ce soit l'éboulement rocheux avec le logiciel RAMS ou les simulations hydrauliques avec le logiciel ECRACE, c'est des choses qu'on fait très régulièrement et qui sont acquises et qui sont en production.
Après, pour la modélisation de glissement de terrain, ça, c'est des choses qui sont en cours d'élaboration. Et pour l'instant, c'est un prototype, on va dire. C'est des choses qui ne sont pas en production, mais qui le seront peut-être dans quelques années en fonction de l'avancement. Après, pour les méthodes d'investigation et de topographie, bon, ça, c'est des choses qui sont connues par la plupart des personnes. Non, après pour nous, Clément, tu rajouteras si j'oublie des choses, mais en gros, nous on utilise les nuages de points faire l'ensemble de nos études d'exécution qui passent par le bureau d'études interne à Cannes. Voilà pour la qualité visuelle que ça offre. Maintenant, voilà, en fait, ça nous donne un bloc d'informations pour faire les dimensionnements aussi et tailler les notes de calcul. Donc voilà, c'est vraiment tout ça, c'est pour argumenter et représenter les choix techniques qui sont faits en fait dans le bureau d'études. Ouais, nous, ce qui a été présenté à la fin, là, la maquette plutôt de style BIM avec les ouvrages en phase récolement, ça, c'est plus là, c'est en phase de développement. On essaie, nous, de prendre sur nous, de prendre du temps et sur certains chantiers qui peuvent correspondre en termes de typologie d'ouvrage, etc. On fait des preuves de concept voilà, sur nos fonds propres. Là, c'est le cas. Euh, Après, suivant le niveau qu'on va vouloir de détail ou d'information, comme le disait Aurélie en début de matinée, on pourrait produire assez facilement ce type de maquette. Mais pour l'instant, c'est pas encore utilisé tous les jours. On reste dans des preuves de concept. Merci.